Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Élodie Abécassis, la présidente de IMEC. La plateforme propose une solution à destination des pros, des artisans créateurs dans un contexte où les adeptes du fait maison sont de plus en plus nombreux, vous verrez. Le débat de Smart Impact, il porte sur le marché des montres et de l'horlogerie avec les questions d'économie circulaire qui s'y imposent de plus en plus. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est je bâtis ma maison ou comment construire soi-même sa maison écolo. Le fait maison, l'horlogerie, la construction, 3 univers, 30 minutes pour les explorer, c'est parti. Bonjour Élodie Abécassis, bienvenue. Vous êtes donc la fondatrice, la présidente d'IMEC. C'est une plateforme spécialisée dans la fourniture d'accessoires pour tout faire soi-même, c'est ça ? Exactement. IMEC est une plateforme qui fournit à la fois des conseils et de l'inspiration et des fournitures. Aujourd'hui, 500 000 références de fournitures pour tout faire soi-même et consommer autrement, au lieu d'acheter un produit industriel, le fabriquer soi-même. Alors, quand on parle de tout faire soi-même, le do-it-yourself, de quoi on parle ? À quel point le champ des possibles s'est élargi, en quelque sorte ? Alors, effectivement, le champ des possibles est très large. Concrètement, nous allons de faire ses cosmétiques soi-même ou ses produits d'entretien soi-même à faire ses bijoux, ses vêtements, également jardiner pour pouvoir produire ses légumes et ensuite cuisiner. Et également tout ce qui touche aux activités enfants que vous pouvez fabriquer vous-même et ainsi profiter davantage de tout ce qui est motricité fine avec eux. Oui, le point de départ, c'est quoi ? C'était plutôt les loisirs créatifs ? Effectivement. Historiquement, on parlait beaucoup de loisirs créatifs et nous avons des catégories en commun avec les loisirs créatifs. Mais maintenant, moi, je parle plutôt de consommation responsable et de faire soi-même comme une vraie philosophie de vie ou comme même une façon de devenir consomme-acteur et de décider de ne pas surconsommer mais de prendre conscience. Oui. Si on prend un exemple, le marché des produits d'entretien, il y a plein d'alternatives. C'est en forte croissance, ces comportements, ces nouveaux comportements ? Alors effectivement, sur le marché des produits d'entretien, les consommateurs se posent énormément de questions. On a du solide, on a du sans eau. Nous, on est sur le faire soi-même. Pourquoi ? Parce que déjà, concrètement, ça coûte 10 fois moins cher. 10 fois moins cher, c'est pas une expression. Non, c'est 10 fois moins alors, cher. Exactement 12, si vous voulez le chiffre. Mais par Ok. exemple, faire sa tablette de lave-vaisselle avec 4 ingrédients très simples, ça coûte 3 centimes la tablette versus 30 centimes en supermarché. Donc, c'est une vraie façon de faire des économies. Et c'est aussi une façon de réduire ses déchets, parce que vous n'achetez pas la petite tablette emballée dans un plastique, elle-même emballée dans un carton, qu'en plus vous transportez. Donc, il y a tout un sujet de prendre conscience qu'on peut faire des économies et que c'est très simple à faire aussi, ça prend 10 minutes et vous en faites pour 2-3 mois. Vous proposez depuis le mois dernier une solution pro, une solution à destination des artisans créateurs. De quoi il s'agit ? Oui. Alors jusqu'à présent, notre solution s'adressait principalement aux particuliers. Et nous avons séduit plus de 60 000 particuliers qui ont commandé sur notre site des fournitures, des matières premières. Et aujourd'hui, nous nous adressons également aux professionnels. Pourquoi ? Beaucoup d'artisans créateurs se sont tournés vers nous en nous demandant toutes les fournitures que vous avez sur votre site, ces 500 000 fournitures sont très intéressantes pour nous. Pourrions-nous avoir accès à des tarifs professionnels ? Et donc, IMEC a négocié auprès de 700 fournisseurs des tarifs dégressifs pour les professionnels. Et ainsi, des créateurs, des organisateurs d'ateliers DIY, des artisans qui achètent chez nous des fournitures pour ensuite les revendre. Donc concrètement, ils revendent des bijoux, des accessoires de mode, plusieurs accessoires qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, viennent se fournir aujourd'hui chez nous, depuis un mois le lancement d'IMEC Pro, avec des accès à des tarifs dégressifs, un service personnalisé, un peu comme un personal shopper pour les aider à faire leur choix. Et ensuite des services classiques comme l'accès aux factures, tout ce que les professionnels ont besoin. Vous l'avez créé quand, IMEC, et vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Oui, le site a été lancé en 2020, donc nous sommes à 2 ans d'existence d'IMEC. Nous sommes aujourd'hui 12 personnes. Nous avons atteint une taille importante en termes de vues. On a par exemple 25 millions de vues par mois sur Pinterest du contenu IMEC. Donc nous avons créé beaucoup de contenu autour du do-it-yourself pour être la référence en France. Et aujourd'hui, on est leader en France en termes notamment de nombre de quantité de produits. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes
presque, vous êtes aussi un média d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut faire du contenu pour créer sa communauté. Tout ça est lié. C'est très important aujourd'hui, effectivement, pour être une marque forte, d'avoir une communauté forte. iMake a vraiment été très rapide dans la construction de cette communauté. En 2 ans, d'avoir autant de personnes impliquées qui partagent leur passion du DIY. Donc effectivement, pour créer une marque forte aujourd'hui, en 2020-2022, c'est important d'avoir une communauté forte, d'être la référence en termes de conseils. Et c'est notre cas aujourd'hui. On a plus de 600 articles, tutoriels, contenus exclusifs qui nous appartiennent sur comment faire un bijou, comment faire un accessoire de mode, comment occuper ses enfants pendant les vacances d'été, comment créer un cosmétique ou un produit d'entretien. Et effectivement, c'est ce qui aujourd'hui a consolidé la communauté et a fait la fidélité de nos clients. Et est-ce que vous faites le lien direct entre ces contenus et l'acte d'achat ? C'est-à-dire que, est-ce que quand vous proposez un article sur, je ne sais pas comment occuper ses enfants l'été, vaste débat, il y a forcément des produits, des idées qui sont liées à des produits. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, exactement. On a beaucoup travaillé sur ce sujet et le résultat est que concrètement, si vous venez sur notre site et que vous tapez dans votre barre de recherche occupation enfant, activité, vous allez tomber sur un tutoriel. Vous regardez les photos du produit fini, il vous plaît. Vous vous dites, OK, j'appuie sur ajouter tout au panier. Et là, vous êtes livré chez vous de l'ensemble des fournitures pour le faire vous-même. Donc, vous n'avez plus le casse-tête et le temps de chercher est-ce que telle matière va avec telle matière. Vous avez effectivement la partie shopping en un clic. Alors, vous aviez fait réaliser il y a 18 mois un sondage sur le do-it-yourself, le fait maison. 9 Français sur 10 pratiquent le faire soi-même. Et quand on regarde le top 10 des activités que les Français ont fait par eux-mêmes, c'était durant l'année 2020. La cuisine, ça c'est une évidence. Le bricolage aussi, potager. On aurait pu imaginer ce trio de tête. Ensuite, réparer les objets, décoration maison, peindre, dessiner, colorier. Les produits ménagers, on en a parlé. Activités manuelles et créatives, coudre, tricoter, fabriquer ou transformer des objets. Est-ce que la motivation, elle est quand même d'abord économique, surtout en période de hausse des prix comme celle que l'on est en train de vivre? Oui, alors il y a en fait 4 motivations chez nos consommateurs. Effectivement, la première, pour 50% des Français, c'est effectivement de faire des économies. Et je vous ai cité quelques exemples, c'est une vraie façon de faire des économies. La deuxième, c'est l'écologie aussi, savoir réduire ses déchets et protéger la planète, par exemple en faisant ces cotons lavables donc en tissu, plutôt que d'acheter tous les mois et de créer des déchets avec des cotons jetables. La troisième, c'est l'authenticité et la transparence. Concrètement, quand vous faites vous-même, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur de votre crème, vous savez ce que vous portez sur vous. Et la quatrième, qui est importante en tout temps, c'est finalement ce plaisir, cette satisfaction d'avoir fait quelque chose de ses mains et le fait de retrouver du sens, je pense que c'est très important aujourd'hui, de retrouver du sens, de se dire je l'ai fait moi-même, je suis capable, même si peut-être vous ne vous pensiez pas forcément créatif, on est tous capables de faire quelque chose de ses mains. Alors je vais reprendre certaines de ces motivations sur le fait de dépenser moins. Est-ce que la période que l'on vit, vous le ressentez-vous, c'est un accélérateur de changement de comportement en ce moment? Oui, moi j'ai ressenti en fait 2 grandes phases. La première phase, effectivement, de confinement qui a fait une accélération sur le do-it-yourself. Et en ce moment, une deuxième phase, tout à fait, plus difficile parce que liée à une crise et à une perte de pouvoir d'achat, mais que l'on a ressenti effectivement où les Français cherchent comment économiser, comment arrondir leur fin de mois et comment arriver à faire des économies. Et finalement, sur les achats du quotidien, on peut encore faire des économies en décidant de faire soi-même. Donc, je vous avais donné l'exemple de la lessive. C'est la même chose pour la crème. Alors, faire une crème soi-même, ça coûte 7 €. Une crème pour la peau Une crème hydratante visage, voilà, un basique de la salle de bain. D'accord. Ça coûte environ 6 fois moins cher de faire sa crème soi-même que de l'acheter en grande surface ou en marque connue. Et là aussi, pas de packaging, etc. On y revient. Et vous connaissez tous les ingrédients et en plus, vous la personnalisez. C'est-à-dire que vous faites vraiment quelque chose qui est adapté à votre peau. Sur ces motivations environnementales, justement, que vous disiez, ça venait en deuxième position, ça c'est un mouvement de fond? C'est une tendance de fond. Voilà, l'émission Smart Impact le montre par tous les sujets que vous mettez en avant. Les Français
ont besoin de participer et d'être actifs dans cette transition. Le GIEC nous l'a dit, on a 2-3 ans pour agir. Chacun peut agir. Ce n'est pas seulement les grandes industries ou le monde politique seulement. Chacun, en fait, à son échelle, peut agir en changeant sa façon de consommer. Et donc, concrètement, en réduisant ses déchets et en prenant conscience que, par exemple, en faisant son savon solide ou son shampoing solide, on évite de jeter chaque mois des bouteilles de plastique. Merci beaucoup. Merci, Élodie Abécassis. À bientôt sur Bismart. On Merci passe à notre débat, l'horlogerie, la haute horlogerie qui passe au circulaire. Je vous présente mes invités tout de suite, les invités du débat de Smart Impact. Céline Dassonville, bonjour. La présidente cofondatrice d'EtiWork. À vos côtés, Nicolas Freudiger, bonjour, le cofondateur d'ID Watch. Peut-être une présentation. EtiWork, vous êtes déjà venu dans cette émission, mais redites-nous, c'est quoi EtiWork ? Donc on est un studio d'impact. On est dédié à accélérer la transformation qui génère des impacts positifs ou qui réduit les impacts négatifs, parce que de temps en temps, quand on travaille, c'est pas que pour du positif, c'est pour du moins pire, dans le secteur de la mode et du luxe. Et on le fait en mettant beaucoup de données disponibles au grand public via un podcast qui s'appelle Luxury for Good et via une librairie où on analyse tous les rapports qui paraissent sur la mode durable, le luxe durable, les enjeux matières, avec à la fois le point de vue des ONG et le point de vue, on va dire, des grands cabinets conseils ou des fondations comme la fondation Ellen MacArthur. Et par ailleurs, on se rend compte que le sujet de engendrer une transformation systémique dans le secteur de la mode et du luxe, c'est aussi former tout le monde pour que la direction RSE ne soit pas un bastillon seul en train d'essayer de piloter une formation, mais vraiment de former aussi bien le vendeur que l'employé de la maison de luxe, que le sous-traitant, pour que tous les enjeux sur lesquels on peut agir soient pris en compte. Est-ce que ces marques de luxe, elles ont été pionnières ou au contraire plus réticentes à s'emparer de ces enjeux environnementaux et sociétaux ? Alors, ce qui est bien quand on parle de RSE et d'impact, c'est que c'est pas forcément manichéen. Il n'y a pas des tout blancs et des tout noirs. Après, je pense qu'il y a une vérité, c'est que quand on est dans un paradigme où la conscience environnementale et sociale est extrêmement forte, et quand on crée sa marque, comme Nicolas va vous l'expliquer, dans un contexte où on est conscient du potentiel que peut apporter le business model de la circularité, de la nécessité de décarboner ses approvisionnements, de la nécessité de tracer ses matières et de créer aussi des nouveaux imaginaires désirables, on peut le faire plus vite et dès le départ. Quand on est une marque c'est plus facile quand on est impact native, comme on dit, que quand on est une marque qui est née à l'ère du produire, consommer, jeter. C'est évident que c'est voilà, plus donc compliqué. Je dirais que pour les grands groupes, les grandes maisons, la difficulté, c'est de transformer l'existant. Et on est quand même sur des métiers de tradition, de culture du secret. Donc il y a aussi des dissonances cognitives entre ce qui a été le luxe dans le passé et ce qui doit devenir demain. Et puis il y a aussi des points positif, c'est que quand même, quand on parle de luxe, en tout cas horlogerie, joaillerie, on est dans un produit qu'on ne jette pas et on est dans un secteur où on éco-conçoit parce que quand on utilise de la matière qui coûte cher, bien sûr, on ne va pas la... Voilà. Après, il y a déjà ce point de départ. On va y revenir. ID Watch ou ID Watch en fait partie, Nicolas Freudiger, de ces entreprises qui sont Impact Native. Vous l'avez créé il y a 2 ans avec 2 associés. C'était quoi votre idée de départ ? Je pense que, comme Céline l'a très bien dit, aujourd'hui, on n'avait pas le choix. Je pense qu'on a senti cette responsabilité. Je pense qu'on nous demande souvent cette question, pourquoi ce concept-là ? On est la première marque à être issue à 100% de l'économie circulaire. Pour nous, l'économie circulaire, justement, c'est cet écosystème. On a parlé d'impact positif. Alors c'est une industrie, l'industrie horlogère, on est très fiers, on a grandi dans cette industrie. L'idée ici, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, de vraiment se poser des questions complexes sur notre sourcing, sur notre chaîne de valeur, et puis d'avoir le meilleur impact positif. Parce que en 2022, voilà, quel est le luxe ? Quelle est la définition du luxe, si ce n'est d'avoir le moindre impact ? Et donc, ça voulait dire, donc vous créez l'entreprise avec cette volonté-là. Donc, le premier défi, c'est quoi ? Le sourcing des matériaux, j'imagine. Quel choix vous avez fait ? Alors, le premier défi, comme vous avez dit, c'est donc on l'a créé en décembre 2020, mais avant ça, il y avait vraiment toute une année de réflexion. Il y a une année de rencontres, des rencontres avec des déchetteries, avec des revendeurs d'acier,
des fonderies d'acier. On découvre que les fonderies d'acier sont sorties de Suisse. Donc, on découvre vraiment toute une couche, tout cet écosystème. On le mappe. Ouais. On le mappe. Et on Parce voit que l'idée, des c'est de faire vous l'avez pas dit, mais l'idée, c'est de faire de l'acier, d'utiliser que de l'acier recyclé, c'est ça, hein? Exactement. C'est le point de départ. Donc, il fallait vous assurer que la filière existait encore, c'est ça, en quelque sorte? En quelque sorte, oui. Et puis, en fait, on va dans une autre industrie. Hein. On sort de l'industrie horlogère et on arrive dans une industrie métallurgique globalisée. Et on rencontre justement ces différentes personnes. On essaie de trouver la meilleure solution, le moindre impact, un circuit court. Donc aujourd'hui, cet acier-là, il est récupéré chez 40 entreprises dans le Jura. Il est isolé, il est stocké, il est flashé même pour contrôler sa qualité. Et il est refondu dans un rayon de 200 km, ce qui lui donne une empreinte carbone 10 fois plus faible que le standard de l'industrie. Pour nous, c'était aussi très important de le mesurer, de quantifier cette information pour pouvoir justement aller ensuite justifier le fait que notre montre, elle a un impact moindre, mais elle a une qualité tout autant. Donc cette montre-là, donc elle est à 100% recyclée, mais voilà, elle a toujours ses propriétés de montre de luxe qui font vraiment une belle finition, des anglages très précis et un savoir-faire très, très, très fort. Peut-être, allez-y. j'ajoute sur l'acier, parce que l'acier, c'est quand même un matériau qui est recyclé par essence. Je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans les choix que tu as fait, dans l'étude qui a été poussée, c'est de se dire, l'acier est quand même une matière recyclée, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, comment est-ce qu'on peut aussi mesurer l'impact carbone de l'acier qu'on recycle? Et existe-t-il des manières d'avoir des aciéries qui utilisent moins d'énergie carbonée? Et notamment dans tes dernières innovations, il y a aussi... donc c'est une histoire française, donc je te laisse la présenter. En 2022, on va une étape plus loin, parce que donc on est vraiment toujours dans ce voyage vers vraiment plus de circularité. Je pense qu'on n'arrivera jamais au bout. Mais en 2022, on lance la première montre donc en 100% recyclée et refondue dans un four solaire. Donc vraiment, c'est... Oui, alors j'avais vu ça, acier solaire, ça veut dire quoi, ça? Exactement, donc c'est un acier qui a... Là, l'impact descend à 165 fois plus faible que le standard de l'industrie. Et donc, c'est un acier qui est refondu aujourd'hui à Montlouis. Donc, on a fait les premiers tests dans les Pyrénées, exactement, dans les Pyrénées françaises. Et on utilise cette technologie justement pour refondre donc, à l'aide de l'énergie qui est voilà, il y a le soleil qui est vraiment... C'est vraiment la loupe et la fourmi. Mais oui, on revient à ça, quoi. Exactement, c'est génial. complètement. Et on arrive à monter en température à plus de 1500 degrés facilement avec ce genre de... Mais alors, ce site, c'est quoi, une aciérie ou je ne sais pas quel terme il faut employer, mais bon, ils avaient quoi comme débouché aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui demande un acier de moins en moins avec un impact de plus en plus faible? J'imagine que oui, mais c'était quoi leur business? C'est une bonne question, je pense. Au début, là, par exemple, typiquement, c'est un labo du CNRS, je pense. D'accord. Exactement. Okay. Donc, on voit vraiment, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur cette énergie. C'est une technologie qui est ancienne. Hein. Elle n'est pas toute neuve. Elle a été utilisée, mais en fait, elle a été abandonnée et on a préféré d'autres technologies. Et aujourd'hui, on y revient. Aujourd'hui, on est sur vraiment les premiers tests de laboratoire. On a fait cette première coulée de 400-500 kilos. Mais l'idée, c'est vraiment de monter en volume pour pouvoir ensuite fournir toute une industrie. Et je pense que ça, on voit qu'il y a de l'intérêt. Notre partenaire qui gère ça, donc Panater, voit aussi qu'il y a de l'intérêt au niveau des marques à l'international. Céline Dassonville, est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui se créent dans ce secteur du luxe, et peut-être pas seulement, mais aussi de l'horlogerie, de la haute horlogerie, sur un modèle totalement, avec cette volonté de réduire au maximum son impact? Alors je dirais, dans la mode, il y a beaucoup de marques. On arrive quand même à une certaine phase de maturité. Et puis, on a aussi beaucoup de transformations au sein de la fast fashion. Dans l'horlogerie, le temps est long. Le produit, il y a ça se transmet de génération en génération. Donc, il y a eu souvent une hypothèse qui était de dire, mais nous, ces sujets d'impact et de durabilité, ça ne nous concerne pas parce que finalement, on fait un produit éco-conçu qui se transmet. Bien sûr. Et le sujet, en fait, de la responsabilité étendue,
sur l'intégralité de la chaîne de sous-traitance a permis à la fois de réveiller des jeunes marques qui se sont dit mais en fait finalement ce sujet d'impact c'est un territoire de créativité infinie, notamment quand on regarde le potentiel que peut offrir la circularité. C'est aussi une opportunité pas seulement pour les jeunes marques, c'est une opportunité pour les acteurs B2B, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Et on voit qu'il peut y avoir une réindustrialisation et un renouveau de tout l'écosystème et pas de seulement la marque en tant que telle. Donc on commence à voir certaines marques qui innovent, qui placent ça au cœur. Aujourd'hui dans le secteur de la montre, on va dire des positionnements 100% éco-conçus, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont vraiment mis ça dans ce qu'on appelle des néo-marques. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est que aussi des marques historiques, on va prendre par exemple Panerai ou Ulysse Nardin, sont aussi en train de mettre ces réflexions au cœur de leurs problématiques. Le problème pour les grandes marques, c'est qu'il y a un enjeu de sourcing et de volume. C'est-à-dire que pour une petite marque, elle va se permettre de faire des tests sur une matière qui est en quantité limitée. Oui, on a bien compris que l'acier solaire, pour l'instant, ils ne sont pas en capacité de fournir des quantités astronomiques, quoi. Voilà, et donc, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on commence à avoir un paysage de marques qui sont positionnées sur l'impact, qui apparaissent, qui n'avaient pas de patrimoine historique, et des marques avec des patrimoines historiques qui se réinventent. On s'était vu, je pense, pour parler, par exemple, Diamant de laboratoire, avec Courbet et Weber. On voit qu'aujourd'hui, l'industrie horlogère s'empare du diamant de laboratoire. Et il y a eu, pendant le grand salon de Watches and Wonders, qui a eu lieu il y a quelques mois, Tag Heuer qui a utilisé cette matière dans la conception d'une de ces montres de manière iconique. Oui, je voudrais terminer avec une autre de vos innovations, une nouvelle gamme de bracelets de montres qui s'appelle Treekind. De quoi ils sont faits? Alors ces bracelets, ils sont en 100% donc, de déchets végétaux. Ouais. Collectés dans les parcs londoniens. Céline l'a dit, je pense qu'il y a toute une éco-innovation en ce moment en Europe, aussi dans le textile qu'on benchmark, on aime aller à la rencontre. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on est à Paris, on est au Change Now Summit. Ouais. Pour rencontrer ces startups, c'est ce que j'appelle ces repurposers, donc ceux qui donnent un nouveau sens à ces déchets. Et donc nous, on a créé le premier bracelet qui est en fin de vie, donc on le récupère. Et ensuite, il est mis dans un digesteur à Lavigny, donc dans le canton de Vaud en Suisse. Donc on vient le récupérer et il est mangé par ces bactéries et produit du biogaz. Okay. Vraiment, il retourne vraiment. Donc là, on ferme. Oui, c'est vraiment la circularité parce qu'il est lui-même fait à partir de déchets végétaux et il devient de l'énergie, quoi. Exactement, complètement. Et donc là, vraiment, on arrive à fermer ce cercle qui est pour nous, en tout cas, un des objectifs. Alors, on ne peut pas vraiment consommer sans consommer, mais voilà, on peut essayer d'avoir ce moindre impact et sensibiliser aussi les gens parce que je pense que c'est pas avec des bracelets de montres qu'on va changer tout le monde entier, mais on peut en tout cas sensibiliser d'autres industries. C'est toutes les petites initiatives. C'est terminé, malheureusement, l'émission. Cette partie-là est terminée, donc je ne peux pas vous redonner la parole. Merci beaucoup, Céline Dassonville. Merci à vous aussi d'être venue nous présenter ID Watch. C'est l'heure de Smart ID tout de suite, c'est comme ça la bonne idée. Tiens, ça vous dit de construire vous-même votre maison écolo? J'imagine que oui. Bonjour Jean-Luc Delafontaine, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Je bâtis ma maison. Vous l'avez créé quand et puis surtout avec quelle idée? Alors, on a fait la construction en 2021 et l'idée, c'est 2020, le temps va vite. En fait, l'idée, c'était de venir dans le sud de la France, puisque vous entendez que j'ai un petit accent un peu belge, et de venir trouver un havre de paix. Ouais. Et il y avait un terrain un petit peu biscornu, et on s'est dit, tiens, ça serait sympa, puisque la vue est vraiment magnifique, de faire une construction aussi un petit peu où on respecte tout à fait la nature. Et donc, vous avez d'abord commencé en construisant votre propre maison écolo, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Alors, en Belgique, j'avais un tout petit peu fait du bricolage, j'avais restauré une maison avec des petites choses, mais jamais une œuvre de telle importance. Et j'avais un ami belge qui m'a dit, écoute, si un jour tu veux construire une maison, moi j'ai fait beaucoup de petites parties de maison, d'extension de maison, mais jamais quelque chose de complet.
Alors avant de partir à la retraite, ben, ça serait sympa si on la faisait à 2. Et donc, ça, c'est le point de départ de l'histoire. Mais ensuite, ça devient finalement un projet d'entreprise. Je bâtis ma maison. C'est quoi? Ce sont des formations que vous proposez? Formations en ligne, formations sur place? Comment ça marche? Alors tout à fait. Alors le projet a changé un petit peu au fur et à mesure de l'évolution. On a commencé à construire 2 maisons en ossature-bois avec des bénévoles qui sont venus d'un peu partout, notamment un Canadien, qui m'a dit un jour, bah, écoute, c'est très sympa de tout filmer parce que tu vas faire des tutoriels de qualité, puisque en tout cas on l'aura fait, et ça montre bien que les amateurs savent le faire, mais dans tout ce qu'on entreprend, il y a 80% de préparation et 20% d'exécution. Donc, si tu te concentres uniquement sur les 20% à restituer, c'est peut-être un peu dommage de passer à côté des 80%. Donc, ce qu'on s'est dit, ben, OK, ben, les 20%, on va les donner, puisque ce n'est pas grand-chose, on les donne. Donc, cette partie-là de formation, elle est entièrement gratuite. Et du coup, on s'est concentré sur toutes les étapes qu'il y avait en amont de la construction. Puisque vous m'avez dit quand est-ce qu'on a commencé les travaux, mais je pense que dans ma tête, on a commencé bien presque 2 à 3 ans à l'avance. Quel type de construction, de quels moyens on allait faire, avec quel type de matériaux, tout un tas de questions qu'on se posait, et notamment notre impact par rapport à l'écologie. Et du coup, on s'est dit, voilà, ça nous a mis un cheminement qui a mis presque 2 ans. Et on a créé une formation en 1 semaine. On a rassemblé en un lieu tous les acteurs de la création d'une maison. Ça va de la permaculture, l'architecte d'intérieur, l'architecte classique. On a des thermiciens qui sont venus pour expliquer justement l'impact de la RE 2020 ou la RT 2012. Et quelqu'un qui aménage des maisons avec des conteneurs, donc des utilisations des maisons avec de la paille d'atterre. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que le problème, c'est que ça prenait trop de temps, mais d'autres diront, mais ça, c'est vraiment un matériau génial. Et à la sortie de cette formation, ils ont une idée plus claire de ce qu'ils veulent faire. Ouais. Si on reprend quelques fondamentaux d'une maison écolo, ça veut dire quoi? Alors, la première chose, c'est essayer d'abord que les fondations n'aient pas trop d'impact au niveau du sol. Quand vous faites un radier de béton, des choses ainsi un peu classiques, d'abord le béton, c'est quand même une source de pollution. En plus, vous amenez des machines lourdes qui amènent encore d'autres types de pollution, vous dérangez fortement les sols. Ici, on a fait des fondations avec ce qu'on appelle les technopieux. Ce sont des pieux vissés dans le sol. Donc, une vis, ben, on peut la visser, ben, on peut la dévisser. Ouais. Donc, le jour où on partira, je crois qu'on a bougé 2 mètres cubes de terre un peu dans un petit coin où il y avait un peu trop. Et sinon, le terrain, il est tout à fait brut en dessous. Et donc, l'avantage de ça, ben, c'est que le jour où on sort, ben, on n'a pas trop abîmé la nature. Donc, ça commence par les fondations, le choix des matériaux, j'imagine? Tout à fait. Donc, du coup, ben, si on fait quelque chose de propre, on ne va pas mettre une dalle en béton là-dessus. Donc, ça me paraît logique, on met une dalle en bois. Et puis, l'autre avantage du bois, c'est que c'est une matière qui se travaille très facilement. Donc, on a fait le hors d'eau, hors d'air avec des amateurs. En 17 jours et demi pour 2 maisons. Ouais. Mais est-ce que d'une manière générale, dans vos tutoriels, il faut quand même se faire accompagner par des professionnels, peut-être sur la première partie? C'est quoi le degré de capacité à tout faire soi-même? Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'aurais tendance à dire il faut se faire accompagner à chaque étape, mais on ne donne pas le travail. On amène quelqu'un qui a déjà l'envie de donner la transmission de son savoir, de transmission de la pédagogie. Donc cette personne, au lieu de facturer une prestation globale avec toutes les responsabilités que ça en découle et donc fatalement l'augmentation des prix, on va nous-mêmes se charger de l'achat des matériaux. Donc on passe en ligne directe, on va trouver des bénévoles qui viennent en recherche d'un apprentissage et on amène quelqu'un qui nous accompagnera dans le but de faire cet apprentissage. De cette manière-là, on est sûr d'arriver jusqu'au bout de son travail. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Je bâtis ma maison. À bientôt sur Bismart. Bon vent à ce projet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.